C'est un jeune prodige avec un avenir prometteur et une belle petite amie, vivant la vie de rêve. Mais tout cela change lorsqu'il est expulsé de sa fête et est contraint de recommencer à zéro une fois de plus. Alors, il rassemble un groupe de parias et les mène à devenir la plus forte équipe de triplistes au monde. L'histoire commence avec la vie de Nick qui bascule alors qu'il est expulsé de sa fête appelé les maîtres de la guerre par Argus, qu'il considérait comme une figure paternelle. Et comme si cela ne suffisait pas, sa prétendue petite amie le trahit et le quitte le même jour. Le pauvre gars s'assoit sur une fontaine sous la pluie. Complètement trempé et trop brisé pour faire attention. Il se souvient de la dispute avec Argus où il refuse de pardonner à un certain Garosso, qui s'est enfui avec tout leur argent durement gagné juste pour impressionner une fille au hasard. Argus retourne la situation et le traite d'égoïste, en lui disant qu'il n'est pas fait pour être un aventurier. Il lui rappelle comment il l'a accueilli quand il n'était qu'un enfant et lui dit d'aller trouver un autre endroit où il appartient réellement. Alors qu'il est presque en train de craquer, une fille aux cheveux bleus apparaît, tenant un parapluie. Elle dit qu'il ressemble à un chien errant et lui tend nonchalamment un billet pour son concert d'idole. Nick la regarde fixement et dit qu'elle ne ressemble pas à une idole, puis demande pourquoi elle est même là. La fille dit qu'elle débute juste et que remonter le moral des gens fait partie de son travail et de sa passion. Elle lui donne son parapluie et s'enfuit en lui demandant de venir à son concert. Nick ne veut pas y aller mais finit quand même par assister au spectacle de cette fille nommée Agathe. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il devient un otaku idol hardcore qui dépense toutes ses économies dans chaque produit dérivé qu'il peut trouver. Voulant gagner plus pour alimenter son honnête style de vie d'otaku, le gars se présente à la guilde des aventuriers et commence à chercher des débutants pour former une nouvelle équipe. Là, Nick repère un gars et essaie de l'aborder, mais au moment où il fait un mouvement, le gars joue la comédie, et Nick finit par ne parler à personne. Après avoir perdu tout ce temps, il se traîne jusqu'à une taverne et commande la chose la moins chère du menu, juste pour éviter de crever. Il regarde autour de lui et voit tout le monde rire et se demande s'il pourra un jour rire comme ça à nouveau. C'est alors que 3 aventuriers entrent et s'asseyent à sa table. Il pense qu'ils pourraient être un groupe, mais comme aucun d'eux ne prend même la peine de en parlant, il comprend qu'ils sont tous des solitaires comme lui. L'une de ces aventurières est une utilisatrice de magie féroce mais élégante. Et à son bâton de cristal et ses vêtements voyants, Nick devine qu'elle doit être une noble. Après l'avoir regardé un moment, ses yeux se posent sur un clerc ivre qui a l'air d'avoir déjà été expulsé de son église. Puis il se tourne vers la 3e, une fille dragonienne. Nick essaie de lui adresser un sourire amical, mais elle reste là. Avec le même visage sérieux et impassible. À ce moment-là, leur boisson arrive. Nick sombre dans la mélancolie et commence à sombrer, en pensant que quiconque il se lie d'amitié ne ferait que le trahir de toute façon, et il se demande s'il pourra un jour faire à nouveau confiance à quelqu'un. Il avale toute sa boisson d'une traite et pose la tasse violemment sur la table, pour entendre les autres faire exactement la même chose, tous, criant en chœur qu'ils ne peuvent faire confiance à personne non plus. Ils se figent et se regardent, complètement abasourdis. La riche mage parmi eux, nommée Tiana, commence à raconter son histoire. Un jour, après avoir réussi un sort d'éclair, ce qui dans ce monde signifie combiner la magie de l'eau et du vent, elle est félicitée par son maître d'école. Elle est tellement excitée qu'elle n'a pas de mots. Et se précipite pour raconter ses progrès à son fiancé Alex. Elle le trouve assis avec une fille quelconque nommée Lynn. Elle s'assoit à côté de lui, trop gentille pour se rendre compte que son homme la trompe. Et partage joyeusement combien son professeur a adoré sa magie de l'éclair. Mais alors, elle remarque enfin la fille à côté de lui et demande qui elle est. Sortant de nulle part, son fiancé commence à l'accuser de harceler Lynn à l'école, puis se met à rager en disant que tout ce qu'elle fait, c'est se vanter de sa magie. Il perd soudainement son calme, affirmant qu'il s'est toujours senti inférieur à cause d'elle. Et à ce moment-là, il rompt ses fiançailles, la laissant tomber sur place et épousant Lynn devant ses yeux. Après la fin de l'école de Tiana, la pauvre fille au cœur brisé commence à chercher un emploi. Mais partout où elle va, les gens la rejettent, disant « Une noble dame comme elle est bien trop douce pour un vrai travail ». Après avoir été rejetée de partout où elle essaie, Tiana se retrouve sur un champ de course, et parvient à gagner ses premiers paris, faisant une tonne d'argent tout de suite. Elle devient accro instantanément, mais peu de temps après, elle perd tout et se retrouve fauchée, à peine capable de payer son loyer. Elle essaie alors de trouver un partenaire pour l'aventure, mais quiconque la voit se sent intimidée par son regard féroce et glacial. Elle essaie même de forcer un sourire, mais rien ne fonctionne, et avec aucune chance restante, elle finit dans cette taverne assise à côté de Nick. Nick se tourne alors vers le clerc, qui s'appelle Zen, et lui demande son histoire. Zen dit qu'il était autrefois un clerc dans une petite ville quelconque. Il y avait une petite fille nommée Meryl qui l'aidait à cueillir des herbes en échange d'un peu d'argent. Tout était normal jusqu'au jour où la fille tombe soudainement amoureuse de lui et lui prend même la main en lui demandant de l'épouser. Zen refuse doucement, disant qu'il est un homme d'église et ne peut pas se marier. Mais au moment où il refuse la demande en mariage de la mineure, la fille éclatant
l'arme et s'enfuit en pleurant, le traitant d'idiot alors qu'elle disparaît. Quelques jours plus tard, alors que Zen est sur le point d'être promu grand clerc, les gardes arrivent soudainement à sa recherche, avec Meryl debout derrière eux, ayant l'air d'avoir vécu quelque chose de terrible. Zen se précipite vers elle, mais les gardes l'arrêtent, le retenant. La fille l'accuse de crimes graves, et avant qu'il ne puisse se défendre, Zen est jeté en prison. Il passe les 3 mois suivants en prison, et lorsqu'il est enfin libéré, il est banni, tout le monde le traitant de pervers. Après avoir été rejeté, Zen se retrouve dans une auberge, où il séjourne avec une dame. Là, il l'aide à soulager ses douleurs au dos, et en échange, elle lui conseille de visiter la ville labyrinthique et de devenir aventurier. Zen explique que c'est ainsi qu'il est devenu un homme pour une dame, et qu'il s'est finalement retrouvé assis dans cette taverne. Écoutant leurs histoires à tous les deux, Nick argue que lui, je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent et demande s'ils ressentent la même chose. Zen déclare cependant qu'il va vaincre le roi démon. Nick se tourne vers la dragonnienne, dont le nom est Koran, et lui demande de partager son point de vue également. Elle répond simplement en criant que quelque chose d'important lui a été volé. Et encore pire par la personne qui comptait le plus pour elle. Puis, Nick révèle son histoire, expliquant comment une fille nommée Claudine l'a larguée et comment il a découvert qu'elle l'avait utilisée tout le temps. Soudain, Nick se réveille et se retrouve la tête en bas, le visage collé contre le sol. Il devient évident qu'ils ont tous dormi dans la même pièce. Il se lève rapidement, les réveille tous et leur dit de partir, pour se rendre compte que ce n'est pas chez lui. Jenna lui dit alors calmement que c'est lui qui devrait partir, car c'est chez elle. Plus tard ce matin-là, les 4 losers entrent dans la guilde, fixant une jeune réceptionniste comme si elle leur devait quelque chose. Une vieille dame de la guilde apparaît, les réprimandant d'avoir fait pleurer la charmante réceptionniste. Elle reconnaît Nick des maîtres de la guerre et commence à examiner leur formulaire d'inscription à la guilde. Elle pointe Koran et mentionne qu'elle est la célèbre fille survivante qui est apparemment revenue vivante après avoir solo un donjon de Rancé. Elle ajoute que rester en vie est la chose la plus importante pour les aventuriers et demande le nom de leur groupe. Nick répond fièrement avec survivant et sourit, disant que peu importe ce qui se passe, ils s'assureront de revenir vivants. Les autres approuvent aussi le nom et crient leur nouveau nom de parti. Après avoir terminé l'enregistrement, Nick évoque 3 règles pour leur nouveau parti, qui inclut ne jamais toucher aux hobbies des autres, toujours surveiller l'argent et, quoi qu'il arrive, ils doivent tous revenir vivants. Au lieu de laisser une seule personne gérer l'argent, Nick propose qu'ils partagent tous la responsabilité de le garder. En expliquant comment ils allaient faire, ils finissent par rire et plaisanter en disant que Nick serait de toute façon le pire pour ouvrir le coffre-fort. C'est alors que Zen le regarde et lui demande pourquoi il est si parano concernant l'argent. Ce à quoi Nick partage un peu de son passé pour expliquer. Zen ajoute que Nick veut en gros qu'il se fasse confiance tout en doutant, ce que Koran trouve un peu agaçant. Pourtant, ils parlent tous de combien ils aimeraient pouvoir faire confiance à quelqu'un à nouveau, mais conviennent de rester sceptiques pour l'instant, juste pour leur propre sécurité. La fête se dirige vers les aqueducs collants, qui s'avèrent être l'un des les 3 labyrinthes qu'ils sont autorisés à explorer tout en étant bloqués à leur rang de départ G. Nick prend les devants et explique qu'une fois qu'ils réussissent à nettoyer 2 donjons, ils seraient promus au rang F. Il mentionne ensuite comment ces donjons spécifiques sont en gros des zones d'entraînement, pour que les débutants s'habituent à ce tout nouveau monde d'aventure. Alors que Nick continue sa leçon, il marche soudainement sur quelque chose de gluant. Mais par chance, ce n'est pas un piège. C'est à ce moment-là qu'il présente la toute première proie du groupe de survivants, qui vient juste. Il se trouve que c'est un petit slime inoffensif, en train de grignoter des mauvaises herbes. Tout le monde ne peut s'empêcher de souligner à quel point la petite créature est adorable. Mais Nick explique que même si ce petit bout tout mou ne semble pas du tout menaçant, il peut en réalité se transformer en un énorme fléau qui pourrait commencer à dévorer des vaches s'il parvient à s'infiltrer dans une ferme. Il leur montre ensuite comment s'occuper du slime et stupéfie tout le monde quand il enlève tranquillement son noyau, et c'est tout ce qu'il faut. Il conclut en leur disant de bien penser à ramasser tous ces cristaux ils sont censés être échangés contre de l'argent plus tard. En chemin vers le sommet, Zem taquine Tiana en lui demandant si rejoindre le groupe n'était qu'un pari pour elle, ce qui l'a fait protester en se plaignant à Nick que Zem enfreint la règle en s'immisçant dans ses affaires. Nick sourit et se demande silencieusement si former ce groupe n'a pas été la bonne décision. Zem essaie ensuite d'abattre un slime et avoue que ça lui paraît un peu mal de prendre la vie d'une créature. Tout le monde essaie de le convaincre, et ils finissent tous par discuter de pourquoi les monstres attaquent même les humains, bien que personne ne trouve vraiment de réponse claire. Nick leur rappelle de rester vigilants, et Tiana argue que la seule évolution
qu'ils ont remarqué chez les Slims jusqu'à présent, c'est qu'ils sont devenus plus rapides. Elle se vante ensuite d'avoir déjà éliminé des orques et des gobelins, mais juste après, elle trébuche, et Nick mentionne tranquillement que les Slims ici projettent des fluides collants et sont aussi glissants qu'une peau de banane. Le mage devient gêné après avoir raté son coup et lance rapidement la danse des glaçons sur elle. De rage, mais elle manque sa cible et tire accidentellement sur Keran qui parvient à peine à bloquer le coup avec son épée. Tiana demande si elle va bien et s'excuse, mais Keran devient froidé. Lui dit de faire attention, arguant que la prochaine fois, cela pourrait être elle qui la frapperait par erreur. Cet incident porte un coup à leur lien tout juste formé, et les deux filles commencent à s'éviter. Un peu plus tard, elles atteignent le dernier étage du donjon, où Nick rappelle une fois de plus à tout le monde de rester vigilant. C'est alors que Xem repère un énorme monstre de slime, et Nick leur dit que c'est le boss du donjon. En entendant cela, la mage se précipite soudainement vers le monstre en affirmant qu'elle peut le vaincre, toute seule, mais finit par créer un véritable désordre. Le groupe finit par laver ses vêtements au bord de la rivière après le désordre. Nick explique comment les slimes géants réagissent à la magie puissante en éclaboussant du slime partout. Il dit ensuite à Xem que sa place est à l'arrière. Et il devrait compter sur les autres pour le protéger. Nick enlève son armure et révèle toutes ses forces et faiblesses, admettant même qu'il ne sait rien sur la magie. Lorsque les autres demandent pourquoi il révèle autant, il leur dit que si ils se comprennent mieux, cela pourrait les aider à établir la confiance. Il donne un petit discours motivant, essayant de remonter le moral et de les garder motivés. En entendant cela, Xem finit par s'ouvrir et partage aussi ses propres forces et faiblesses. Tiana se place devant Keran, s'inclinant, des excuses, puis révèle aussi ses forces. Ce geste semble adoucir le cœur du dragonoïde, et lorsque Tiana s'assoit et commence à agir froidement, Keran éternue, envoyant une petite braise vers elle pour allumer un feu et la réchauffer. Bien qu'elle plaisante en disant qu'elle essayait de la faire rôtir vivante, mais qu'elle a raté, ce petit moment semble enfin arranger les choses entre eux. Ensuite, nos héros se dirigent vers la forêt des gobelins, où Nick explique que ces monstres sont généralement faibles tant que on finit par se faire encercler par toute une meute. Juste à ce moment-là, un gobelin surgit de nulle part et attaque Xem. Mais heureusement, il parvient à dévier l'attaque. Nick intervient rapidement et achève la créature. Après cela, les survivants affrontent toute une horde de gobelins, dont la plupart sont abattus par Nick seul. C'est alors que Tiana révèle son talent de détection. Grâce à son talent, Tiana signale qu'un des monstres détient beaucoup trop de magie pour n'être qu'un simple gobelin. Nick explique à l'équipe qu'il s'agit probablement d'un ogre, une forme évoluée de hobgoblin. Les survivants envisagent brièvement de battre en retraite, mais finissent par accepter d'avancer, réfléchissant à la fois à la récompense et aux personnes qui pourraient être en danger s'ils laissent les gobelins et l'ogre sans contrôle. Ils élaborent un plan qui repose principalement sur Nick et Keran, puisque la magie ne fonctionne pas sur les ogres évolués. En chemin, Keran et Tiana reparlent encore de leurs problèmes de confiance et finissent par accepter de se donner une autre chance. Soudain, Keran sent un monstre à proximité et se met à le poursuivre. Les autres la suivant rapidement. Xem lance un buff magique pour augmenter leur force, pendant que Tiana utilise ses sorts pour dégager le chemin devant eux. Alors que la bataille s'intensifie, l'ogre parlant ordonne à ses sbires d'attaquer. Les jambes de Keran commencent à trembler alors qu'elle veut refaire confiance à Tiana, et Tiana ressent la même chose. Les deux finissent par se faire confiance, et la mage lance son sort qui passe à travers Keran sans lui faire de mal, éliminant tous les gobelins sur son passage. Keran charge ensuite en avant et, avec son épée enflammée, libère une attaque de dragon de feu qui abat le géant ogre. Après le combat, Nick commence à ramasser des cornes de gobelins pour les utiliser comme preuve pour le paiement et demande aux autres de l'aider. Pendant que Keran met une corne dans son sac, elle trouve un pendentif. Cela ravive un souvenir, la laissant doucement bouleversée. Juste à ce moment, Nick tombe sur un autre ogre qu'il soupçonne d'être en pleine évolution. Il peine un peu pendant le combat, et, après avoir arraché la corne, il perd sa prise. La corne glisse de sa main et tombe directement sur le pendentif de Keran, le fissurant. Nous voyons un flashback où Keran gît inerte sur le sol d'un donjon lugubre alors qu'elle grogne de douleur jusqu'à ce qu'un insecte de taille cauchemardesque rampe sur son visage et la réveille en sursaut. Elle sort son pendentif et le regarde, essayant de comprendre que ce n'était pas qu'un rêve. À l'époque où elle était avec sa dernière troupe, Keran traverse le marché pendant qu'un marchand rusé remarque à quel point elle aime un pendentif et essaie de la tromper. En s'éloignant, il crie que des monstres draconiens comme elle devrait faire attention puisque elle a endommagé ses marchandises avec ses pattes sales et menace d'appeler les chevaliers contre elle si elle ne paye pas. Keran commence à s'inquiéter, mais un homme blond nommé Kalios apparaît et lui rappelle de ne pas s'éloigner de lui lorsqu'elle fait ses courses. Le marchand louche se plaint à Kalios de l'erreur de Keran, alors l'homme lui attrape le pendentif et lui dit d'y aller et de le gratter à nouveau, laissant les deux sans voix. Il parie audacieusement qu'il paiera le double si elle est vraiment coupable, puis fait que Keran l'épluche comme une pomme de terre, révélant la fraude sordide du marchand.
Sans faire de scène, il sort le vrai pendentif que Curran aimait de sa poche et, après avoir récupéré son argent, le lui remet à elle avant de faire une sortie fluide et confiante. Vous voyez, les dragoniens sont une fière race demi-humaine dont le destin est d'aider le héros et de sauver le monde, ce qui explique exactement pourquoi elle passait chaque jour à soutenir le groupe de Kalios. Le lendemain, Curran polit la gemme de dragon de sa famille quand Kalios lui demande si elle est prête à partir et lui dit de laisser ses affaires derrière elle, car personne n'oserait leur voler quoi que ce soit. Sur ce, Curran suit l'homme qu'elle est fière de servir de tout son cœur vers un mission où, comme d'habitude, les autres l'assaillent de compliments. Bien que l'approbation de Kalios soit celle qui lui apporte le plus de joie. Ensuite, elle propose d'aider avec le travail de base, mais Kalios lui dit de faire confiance à son équipe et de garder sa force pour quand cela comptera vraiment. Alors qu'il s'approche du boss, le serpent de peau, il lui assure qu'il la protège. Et Curran charge sans hésitation. Elle frappe son épaule contre le pot, ce qui met en colère le serpent et attire son attention sur elle, incitant le reste de son équipe à intervenir. Elle demande à Kalios pourquoi ça brille comme ça, mais il continue à lui dire de leur faire confiance et de garder son attention. Elle continue à l'appeler jusqu'à ce que le serpent s'enroule autour d'elle et la paralyse. Avec son souffle toxique, la laissant haletante et tombant comme un sac de pommes de terre. Le Gablon et son groupe commencent à rassembler le butin et remercient tranquillement leur dure fille dragon d'être le parfait appât pour le poison notoirement mortel. La dernière chose qu'elle voit avant de s'évanouir, c'est eux tous s'éloignant sans un seul regard en arrière vers sa vie. Plus tard, elle parvient à revenir en boitant, alimentée par la rage et déterminée à récupérer la gemme du dragon que son père lui a donnée, puisqu'elle est fabriquée à partir des meilleurs matériaux et est devenue plus forte à ses côtés tout au long de sa vie. Remplie de conviction, elle finit par s'effondrer juste devant l'auberge. Où l'aubergiste lui dit que Kalios et son groupe ont prétendu qu'elle était morte puis ont disparu. Elle demande ce qu'il est advenu de ses affaires, et il répond. Kalios a promis de rendre tout à sa famille. Curran a un flashback de son visage chaleureux lui disant de lui faire confiance et il est presque sur le point de jeter le cadeau sale qu'il lui a offert. Mais ensuite, le chagrin la submerge, et ses genoux cèdent complètement. Après cela, elle traverse une période de recherche de soi jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle meurt de faim, elle voit un aventurier entrer dans la taverne et ouvrir littéralement la porte en grand. Elle entend dire qu'il s'appelle Fils, le célèbre mangeur en solo. Elle le regarde tranquillement profiter du festin avec la joie qu'un Mexicain montrant. Mangeant des tacos, et cela l'inspire d'une certaine manière, alors elle commande le même repas. Plus tard, elle découvre que le gars est un chasseur légendaire en solo, le jour et un amateur de bonne cuisine la nuit. Alors elle décide de le suivre tous les jours en pensant qu'il ne peut pas la voir comme John Cena. Fils remarque ce qu'elle fait et commence à lui donner des indices sur ce qu'elle devrait acheter sans en faire tout un plat. Le lendemain, elle lui rend l'appareil en sauvant son épée. Un homme ivre à la taverne, alors il lui dit simplement merci. Mais elle le remercie du fond du cœur parce qu'il est l'homme qui lui a montré ce que le bon repas a vraiment le goût, et qui a aidé à combler le gros trou laissé dans son âme autrefois innocente avec de la nourriture. Pourtant, Curran comprend rapidement que manger toute cette bonne nourriture coûte de l'argent qu'elle n'a pas. Et c'est ce jour-là qu'elle finit par rencontrer tout le monde à la guilde. De retour au présent, Nick cherche partout un pendentif comme celui de Curran et commence à penser que c'est encore plus terrifiant qu'elle ne se soit pas fâchée contre lui. C'est alors qu'il entend soudain Agathe l'appeler derrière lui, agréablement surprise de voir qu'il n'a plus du tout l'air d'un sans-abri comme avant. Plus tard, il discute avec elle près d'une fontaine, où Agathe lui dit franchement que c'est assez égoïste d'attendre un pardon simplement en remplaçant son pendentif, mais ajoute ensuite que c'est bien, car son propre égoïsme l'a mené à le rencontrer. Elle dit à Nick que peut-être il devrait devenir celui de Curran, se donner lui-même, ce qui lui donne une idée très fausse. Plus tard, il la trouve au marché, en train de manger joyeusement des calamars bien chauds, et elle essaie de lui faire goûter des raviolis ultra épicés garnis de verre qui gigote, ce qui le pousse presque à l'au-delà. Mais Nick est heureux de voir Curran sourire à nouveau. Après cela, il demande à Curran si son pendentif comptait vraiment beaucoup pour elle, mais elle lui dit de ne pas trop s'en faire et lui dit qu'elle se sent en fait beaucoup plus heureuse maintenant qu'il a disparu. Plus tard à la guilde, la petite réunion du groupe est interrompue par une fille chat qui les invite à l'arrière. Là, une vieille dame leur confie une quête pour explorer le labyrinthe des liens et récupérer un artefact légendaire caché au plus profond. La vieille dame explique que leur mission est de localiser la lame Kizuna et promet même de les payer à chaque tentative, même en cas d'échec. Choquée qu'elle offre des milliers pour ce qui semble être un travail de débutant. Nick devient méfiant et insiste pour qu'elle détaille tout ce qu'elle sait et mette tout par écrit. Écrivant pour qu'elle n'essaie pas de faire un coup louche quand il sera temps de payer.
Une fois cela réglé, ils traversent le donjon comme si c'était une aventure ordinaire, à la recherche de l'épée, tandis que Nick n'arrive toujours pas à se défaire de la pensée du pendentif de Curran. Zem est émerveillé par la conception scientifiquement avancée du labyrinthe, mais Nick leur dit à tous d'arrêter de bavarder et de se concentrer pour repérer d'éventuels passages cachés. Pendant ce temps, une voix mystérieuse observe leur progression à travers des caméras de surveillance, impatiente de voir si ce groupe hétéroclite peut réellement survivre jusqu'à la toute fin. En descendant les escaliers, Nick mène le groupe aussi loin que leur carte le permet jusqu'à ce qu'il arrive à une impasse, mais il remarque rapidement que les lampes devraient être rouges au lieu de vertes, alors Nick se précipite à l'intérieur, disant qu'il est maître minutieux et aussi peut être parce qu'il sent une pièce cachée pleine d'argent comme Rem. Krabs. Une porte s'ouvre soudainement et ils entrent. Ils trouvent une grande pièce sombre avec des réservoirs alignés, alors Tiana demande s'ils doivent vraiment chercher partout, mais Nick souligne l'évidence et se dirige tout droit vers le piédestal avec la lumière brillante. Tiana les arrête rapidement et cherche des pièges avec sa vue magique, et l'espace semble étrangement dégagé, mais dès qu'ils s'approchent du piédestal, les lumières s'allument soudainement et une voix s'adresse au groupe pour les féliciter de leur courageux voyage. Alors que la voix du vieil homme venant de l'épée continue de débiter des absurdités, Nick l'ignore et examine attentivement l'épée brisée posée là. Tiana pense que c'est peut-être une épée magique, mais Nick la considère plus comme un déchet que son Wefu, ce qui met vraiment en valeur l'épée parlante. Nick dit à la lame sénile d'arrêter de faire tout un Shakespeare et de simplement leur dire où se trouve l'épée des liens. Ils sont tous choqués quand l'épée dit que c'est exactement ce qu'ils cherchaient, en faisant semblant de jouer le jeu avec le vieux. Nick dit qu'il ne le rejettera pas par respect pour son âge, ce qui rend l'épée curieuse de savoir pourquoi personne ne l'équipe. Une fois qu'elle comprend qu'aucun d'eux n'utilise réellement une épée courte, elle commence, paniquant à propos de ce qu'il prévoit de faire avec sa grandeur. Nick dit alors tranquillement qu'ils vont évidemment le vendre pour de l'argent facile. L'épée éclate immédiatement en larmes, pleurant qu'elle ne veut pas être abandonnée à nouveau comme les menteurs de la guilde. Quand Tiana demande de quoi l'homme âgé parle, il révèle que la guilde qu'il a développée, l'épée prototype Kazuna, l'a scellée dans le labyrinthe, par la suite pour que personne ne puisse jamais mettre la main dessus, et elle attend depuis un partenaire digne. Nick dit qu'il comprend, mais il comprend aussi mieux l'argent. Kazuna lui demande de utiliser son pouvoir pour quelque chose de bon au lieu de faire un élan, pendant qu'une machine à proximité commence à gronder de manière inquiétante. Puis ils entendent un énorme boom, et Kazuna mentionne tranquillement que le gardien est maintenant officiellement en route. De nulle part, un énorme monstre de goût éclate et les force tous à fuir. Tiana tire des stalactites acérées droit dans son visage laid, tandis que Curran se jette tête la première pour le trancher en deux. Mais Kazuna se rend compte que quelque chose cloche, et avant que Nick ne puisse crier un avertissement, la créature renvoie les glaçons directement sur Curran et la fait tomber au sol. Nick se précipite pour couvrir les autres en attaquant le monstre et crie à tout le monde de fuir pendant qu'il retient son attention. Il se rend vite compte que ces attaques ne font absolument rien alors que l'épée explique qu'elle est faite de nanomachines et supplie Nick d'utiliser son pouvoir, car c'est sa seule vraie chance de survie. Par désespoir, la lame lumineuse de Nick s'agrandit, tandis que les autres ils peinent à passer la porte incassable qui bloque leur fuite. En regardant chacun d'eux, l'épée dit à Nick d'imaginer Curran dans son esprit et de chanter Union, mais la lumière disparaît soudainement. Alors il crie après la vieille carcasse pour lui faire mentir. Il essaie quand même de couper un morceau du monstre, mais le gardien le frappe hors de l'existence et le propulse dans un trou dans le sol comme une balle de golf. Voyant que leurs attaques ne fonctionnent pas, Tiana a la brillante idée de le geler avec de la magie de glace, ce qui donne à Curran une chance de sauver Nick. Mais au moment où elle saute dans le trou, il se brise hors de la coquille, laissant les deux mages faire diversion. Pendant ce temps, à l'intérieur des décombres, Nick réalise qu'il s'est cassé quelques côtes et envisage d'abandonner jusqu'à ce qu'il entende Curran l'appeler. Il lui dit de s'enfuir avec les deux autres pendant qu'ils le peuvent, ce qui la met vraiment en colère, et elle dit que ce n'est pas la peine à moins qu'ils ne rentrent tous ensemble. Nick se lève et s'excuse d'avoir cassé son pendentif, même si elle lui avait dit de ne pas s'en faire. Curran avoue que son chef de parti lui a donné ça, et même si elle était furieuse de sa trahison, elle n'a pas pu se résoudre à le jeter parce que elle espérait qu'il reviendrait un jour dans sa vie. Mais elle a décidé de passer à autre chose et de se concentrer sur les personnes précieuses qui l'entourent maintenant. Elle le choque et dit qu'elle est contente que ce soit terminé maintenant et l'élève avec son sourire précieux. Voyant leur lien se renforcer, Kazuna demande à Nick de l'activer une fois de plus. De retour à la surface, Tana abandonne et dit à Zem de arrête d'utiliser ses sorts sur elle et concentre-toi à sauver Nick. Alors qu'ils prononcent leurs derniers mots, une lumière aveuglante jaillit de derrière le gardien, qui est réduit en miettes par la fusion de Nick et Curran. Kazuna explique que le noyau du gardien peut se déplacer dans tout son corps, ce qui rend presque impossible de lui porter un coup précis.
Alors Nick rassemble une énorme quantité de magie et la canalise dans une attaque d'épée, qui illumine tout le monstre et détruit complètement son noyau, même si les deux s'effondrent aussi et leur fusion se défait. Pendant ce temps à la guilde, il montre l'épée à la vieille dame et à la fille chat qui n'ont pas l'air très impressionnées. Elle la trouve plutôt décevante, probablement parce que c'est plus une relique vintage qu'une épée, et admet qu'elle les paiera pour les ennuis qu'ils se sont donnés, ce que Nick approuve. Mais elle se tourne alors vers le petit nain aux cheveux blancs qui les regarde fièrement depuis l'arrière et qui se présente comme Kazuna, l'épée des liens. Plus tard, Kazuna rit de la facilité avec laquelle ils ont roulé la dame de la guilde, ce qui fait que Nick remet en question tout son discours sur le maintien de la justice et tout ça. Kazuna dit avec malice que tout cela est pour sauver une vie, sa vie, bien que Zem soit toujours confus sur le fonctionnement et inquiet qu'il ait choisi un nom plutôt évident pour quelqu'un qui veut rester discret. Plus tard, dans la chambre de Tiana, Nick vide le sac d'argent sur la table, et tout le monde s'excite à l'idée de ce qu'ils vont s'offrir avec leur paye. Kazuna est un peu confus sur qui il est censé suivre. Mais Nick lui rappelle la première règle du survivant dit que déranger le moment de plaisir des autres n'est pas permis. Il propose de l'emmener au concert de l'idole si il peut rester silencieux sous forme d'épée tout le temps. Mais après l'avoir vu déjà s'ennuyer à mourir, Tiana propose de l'emmener voir une course sur les terres interdites à condition qu'il ne se plaigne pas de la façon dont elle dépense son argent. Le lendemain, Kazuna admire silencieusement la beauté de la nature autour de lui, dégageant une ambiance si poétique que les survivants assis à proximité ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Tiana sort négligemment un allume-feu, attirant le regard de Kazuna, qui le loue immédiatement avec intérêt. Elle sourit et se laisse emporter par ses souvenirs, pensant au temps passé avec son professeur. En même temps, le professeur Nick sort quelques vieilles reliques pour servir de coffre-fort. Puis montre des pièces en bronze, demandant à tout le monde de bien les garder. Apparemment, cette petite réserve est tout l'argent qu'il leur reste, alors le groupe accepte de prendre des quêtes. La scène se déroule alors dans le passé de Tiana, retour à l'époque où elle a obtenu son diplôme de l'école de magie. Elle se souvient de l'allumeur que son professeur lui a offert comme cadeau d'adieu. Avec cela vient la culpabilité d'avoir fini par ruiner la carrière du professeur qu'elle admirait le plus. Il a été entraîné dans son scandale et a perdu sa chance d'obtenir le titre de sage qu'il avait toujours rêvé, et pourtant, même après tout, il la regardait toujours avec un sourire. Alors que leur conversation se poursuit, le professeur éclate soudainement en rire sans raison apparente, et ce rire ne fait que croître jusqu'à devenir inquiétant. Il devient clair qu'il a perdu la raison et s'est transformé en un homme rieur maniaque. Tiana se remémore son état et ressent une profonde pitié pour lui, souhaitant que les choses puissent revenir comme avant. Alors qu'elle se lève de son lit, elle se demande si elle pourrait simplement se réveiller à nouveau dans son manoir. Pendant ce temps, Keran se réveille aussi, suivi peu après par Zem. En même temps, Nick se retrouve piégé dans un rêve à propos de Claudine. Mais cela se transforme rapidement en cauchemar, le réveillant en haletant. Il commence à se demander si c'était de la télépathie, et si Kazuna a parlé en dormant dans son rêve. L'équipe se regroupe autour d'une table où Kazuna crie soudainement qu'il n'a pas de passé auquel retourner, et que le temps qu'il passe avec les survivants est le meilleur qu'il ait jamais eu. Plus tard, ils se dirigent vers un donjon glacé scintillant de cristaux de neige, où ils aperçoivent bientôt un ogre Razitou. Alors que tout le monde communique tranquillement par télépathie, Kazuna finit par ruiner le sens de tout cela en se précipitant droit sur le monstre, espérant montrer ses compétences. Il s'en sort en fait plutôt bien avec l'épée et révèle même un nouveau mouvement appelé parallèle, qui lui permet de créer un duplicata de lui-même. Après qu'ils aient réussi à abattre l'ogre, Nick s'approche de lui, disant qu'il se sent soudain épuisé. Kazuna admet que c'était de sa faute, et qu'il a utilisé leur endurance et leur magie pour activer ses compétences. Il ajoute qu'il peut créer jusqu'à 5 copies, et toutes ses capacités étaient des copies d'un épéiste qu'il a utilisé une fois. Jenna appelle ça carrément de la triche, mais Nick dit qu'il est juste content que Kazuna soit de leur côté. Kazuna évoque alors l'utilisation de l'union à nouveau, mais Nick rejette ça, en disant que tout ce qui les laisse s'effondrer juste après une bataille est trop risqué à utiliser souvent. Pendant ce temps, tout ce à quoi Keran peut penser, comme d'habitude, c'est la nourriture. Alors qu'ils atteignent une ère de restauration, Nick se surprend à repenser au rêve qu'il a fait la nuit dernière. Pendant qu'ils sont assis à la table, Keran commence à lancer quelques conseils alimentaires, totalement inutiles, et quand Nick la taquine en disant que c'est elle qui dépense tout leur budget, elle lui renvoie la première règle du survivant, et le fait taire. Juste au moment où Nick commence à penser à elle à nouveau, il aperçoit son ancienne flamme Claudine, assise non loin, en train de faire clairement son charma. Encore un pauvre gamin qui est déjà tombé dans son jeu. Elle pleure en disant qu'elle doit retourner auprès de sa mère, qui n'a plus beaucoup de temps qu'il lui reste, en jouant la carte de la sympathie pour manipuler le gamin. À ce moment-là, Nick arrive à côté d'eux et commence à se moquer d'elle avec de petites piques acérées qui dévoilent peu à peu son drame. La nouvelle victime se tourne vers Claudine et demande qui est Nick, et Claudine semble prête à exploser.
Ensuite, Nick rend le cadeau au garçon, en disant que ce n'est même pas son anniversaire. Faire exploser toute l'affaire. L'enfant confus se tourne vers Nick et demande si tout ce que Claudine lui a dit n'était qu'un mensonge. Plus tard, alors que Nick est occupé à élaborer un plan pour un nouveau labyrinthe de grottes qu'ils doivent explorer, Claudine arrive soudainement et lui renverse un verre de jus sur la tête en guise de vengeance. Mais Nick reste complètement calme et demande simplement si sa mère va bien. Elle amène même ce grand gars félin nommé Léon, rencontré plus tôt, qui essaie de intimider Nick en le prévenant de mieux traiter Claudine. Nick réplique avec un sourire en coin, demandant si le gars fait aussi partie des Iron Kitty, ce qui fait immédiatement craquer Claudine, criant que le nom était Iron Tigers et non Kitty. Alors que la dispute s'envenime, Léon dit à Nick de sortir, pour régler ça par un combat. Une fois arrivé dans un endroit calme où personne ne peut les voir, Nick prend une position offensive, prêt à en découdre, mais, sorti de nulle part, le grand matou s'excuse soudainement. Il remercie Nick d'avoir enfin mis fin aux bêtises de Claudine, et dit même que Nick peut la garder maintenant. Léon avoue qu'il l'a assez utilisée et qu'elle a plein d'ennemis à ses trousses, tout comme Nick. Puis il demande tranquillement si Nick a aussi arnaqué les nouvelles recrues de son groupe. Nick a l'air furieux un instant mais soudain explose de rire comme un vrai fou. Et juste au moment où Léon commence à penser qu'ils sont sur la même longueur d'onde, Nick le frappe droit sur le menton et l'envoie s'écraser au sol. Le combat commence mais se termine presque immédiatement car le gros chat n'a aucune chance contre notre professeur Nick. Nick le maîtrise et explique que bien qu'il veuille aussi de l'argent, escroquer ses amis pour cela rendrait l'argent sans valeur. Juste à ce moment-là, un nouveau gars s'approche par derrière et lance une attaque surprise de vent sur Nick qui le prend au dépourvu. Mais avant que ce gars puisse même finir de se vanter, une fille dragonienne arrive en toute finesse avec une embuscade parfaite. Juste à ce moment-là, la dame de la guilde, Vilma, arrive et le gros chat propose soudainement un combat de points nus basé sur des mathématiques pour régler les choses une bonne fois pour toutes, en nommant la réceptionniste comme arbitre. Le lendemain, la dame de la guilde explique qu'il y a 10 rounds dans le défi mathématique, où les problèmes deviennent de plus en plus difficiles à chaque fois, et chaque round ne se termine que lorsque une des deux parties termine ses calculs, la partie qui marque le plus de points obtenant un coup gratuit. Juste au moment où Keran commence à s'inquiéter de la lourdeur de cette responsabilité. Tout le monde est choqué quand elle finit par gagner le tirage au sort, et elle commence à avoir une crise juste en pensant aux maths, tandis que la provocation de Claudine lui donne envie de sauter d'une falaise. Après ça, elle passe un test blanc et Xem la félicite, disant qu'elle a un bon potentiel dès qu'elle se mettra à étudier. Il lui tend la feuille, ce qui la rend vraiment triste, mais il la remonte en disant qu'après son entraînement, elle sera Einstein en un rien de temps. En sortant, Kazuna propose de se battre pour eux, mais Xem pense qu'il est bien trop fort et insiste sur le fait que c'est un problème qu'ils doivent gérer eux-mêmes. Ils passent donc les semaines suivantes à planifier soigneusement leur stratégie pendant que Xem recueille des informations auprès de ces dames. La nuit précédant la compétition, Nick dit à tout le monde qu'il ne fait aucun doute que l'équipe de Claudine essaiera quelque chose de sournois et révèle qu'ils ont déjà utilisé ce genre de ruse auparavant. Xem ajoute que ces dames de nuit lui ont dit que la fête du tigre est bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air et qu'elle a un moyen de partager des informations que personne ne peut détecter. Tana suppose qu'ils utilisent des joyaux de pensée, qui sont, en gros la version témue de la télépathie de Kazuna. Nick dit à Keran qu'elle doit simplement continuer à résoudre ses problèmes jusqu'à ce que Tana donne le signal. Pendant ce temps, il est révélé que Claudine a à peine évité d'être vendue en esclavage par ses propres parents, et après cela, elle a commencé à utiliser ses looks de Taylor Swift pour arnaquer les Sims en leur soutirant de l'argent, se sentant plutôt satisfaite de sa vie de fraude jusqu'à ce que Nick arrive. En pensant à lui, elle sort de son cauchemar, et elle jure qu'elle va lui faire payer d'avoir bouleversé sa vie. Elle va lui faire payer d'avoir bouleversé sa vie. Le jour de la compétition, Catgirl distribue les feuilles de problème à les deux filles, et Keran se sent soulagée qu'elle ne soit pas difficile, mais Claudine la taquine, en disant que même des enfants pourraient réussir la première. Pendant ce temps, Nick combat Tigerman Léon et remarque qu'il ne riposte pas. Ce qui lui fait penser que le gars pourrait simplement gagner du temps. Voyant la lutte de Nick, Keran commence à s'inquiéter avant de se concentrer et de finir en première place. Alors qu'elle affiche un sourire confiant à Claudine, la fille chat annonce le score, révélant que Claudine l'a laissé derrière avec un score presque parfait, ce que Xem s'attendait puisque Keran s'était précipité pour finir. Nick plaisante encore en disant que les petites pattes du petit chat ne peuvent pas blesser ses abdos d'acier. Mais son visage se décompose rapidement lorsque Léon lui assène un coup sale au plexus solaire. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour le mettre KO, et Nick avait déjà prévu qu'il allait exploiter la partie mathématique puisque Keran est clairement désavantagé et comptait gagner uniquement par des coups de pénalité. Avec ça, Claudine fait une autre tournée, faisant grimacer Keran à cause de Nick qui se fait battre à cause de son erreur, mais le chat lui dit qu'elle n'est pas celle qui prend le coup. Elle crie quand même, disant qu'il ne se fait mal que parce que son petit cerveau d'oiseau est minuscule. En entendant ça, Nick rit et dit qu'il était prêt à encaisser des dizaines de coups quand elle ne marquait à peine 20 avant l'entraînement, mais maintenant qu'il a vu ses progrès,
Il a toute confiance en elle. Il l'appelle la fille la plus intelligente qu'il connaisse, ce qui rend Keran si heureuse qu'elle dit à Claudine d'aller balancer ses insultes directement à la poubelle où elle appartient. Elle se concentre pleinement sur le tour suivant. Totalement indifférente aux jérémiades de Claudine. Pendant ce temps, Tiana garde un œil attentif sur Claudine, prête à la surprendre dès que les problèmes deviennent plus difficiles et que Keran commence à décrocher, tandis que Claudine passe les équations en trichant comme un petit gremlin suffisant. Voyant Nick à bout, Tiana scrute la zone avec sa vision magique, mais ne détecte aucun signe de tricherie. Après que Nick ait subi un autre coup de pénalité, Tiana attire l'attention de tous avec un coup sec de sa pipe et dit à la dame de la guilde qu'elle n'a pas le temps de rester pour un match de matelan, suggérant qu'il laisse tomber tous les problèmes d'un coup. La dame de la guilde avertit que faire cela signifie que celui qui finit en première est pratiquement garanti de gagner avec 7 pénalités consécutives. Mais Nick sourit simplement et lui dit d'y aller. Sur ce, la fille chat remet toutes les feuilles à Keran et à la fille serpent. Puis Tiana reste vigilante en attendant que Claudine montre enfin sa main de triche. En voyant Keran donner tout ce qu'il a, Claudine devient arrogante et dit à son gars caché quelque part de sortir la calculatrice. Alors que les deux filles manient férocement leur crayon, Tiana remarque une signature magique au loin et s'éloigne avec le groupe. Nick comprend et taquine Léon à propos de son membre d'équipe manquant, ce qui fait que le tigre s'inquiète qu'ils aient découvert leur plan intelligent. Dans la panique, il crie à Claudine d'arrêter, mais cela ne fait que l'irriter davantage et suscite la suspicion de la dame de la guilde. Pendant ce temps, Claudine peine à coordonner avec un ordre dans la tour. Alors Kizuna finit par débarquer avec le reste du groupe qui le salue de derrière. Pendant ce temps, Claudine est à bout de nerfs et devient tellement frustrée qu'elle crie sur le nerd qu'il met trop de temps. Juste à ce moment-là, Tiana arrive avec l'idiot en robe, brandissant leur gemme de pensée pour que tout le monde la voie. La responsable de la guilde demande à la fille blonde si elle en a aussi une, ce qui met Tiana en colère. Sur ce, les gardes escortent le gros chat en peluche en prison, mais Claudine commence. Elle raconte qu'elle a lutté toute sa vie et que personne n'a le droit de la blâmer. Keran n'y croit pas, et Tiana déclare que tout le monde a la chance de changer. Plus tard dans la nuit, ils se dirigent tous vers la taverne pour célébrer les compétences en mathématiques de Keran, MVP. Alors qu'il est jeté derrière les barreaux, l'homme tigre replonge dans ses souvenirs, pensant à un groupe d'aventuriers connus sous le nom des Tigres Argentés. Celui qui dirigeait ce groupe était Bissat, quelqu'un qui se distinguait par son intelligence aiguë, parmi les tigriens autrement peu brillants. Et ce gars-là s'avérait être son propre frère. Grâce à l'intelligence de Bissat, ils ont réussi à conquérir l'infâme labyrinthe de la lune métal et à dérober le trésor qui était caché en profondeur. Mais sa nature imprudente finit par lui coûter la vie prématurément, laissant Léon avec une méfiance profonde envers les humains. Juste à ce moment-là, un garde entre dans la cellule tigérienne, sort son épée sans avertissement, et la pointe vers lui tout en exigeant de connaître l'emplacement des trésors que son groupe a autrefois vendus, car même le marché noir n'a laissé aucune trace d'eux. Lorsque le garde lui demande s'il a toujours les trésors sur lui, Léon affiche un sourire rusé et lui renvoie une question, se demandant comment il a deviné. Il s'avère qu'il y a un objet que Léon n'a jamais osé vendre. Tout simplement parce qu'il est beaucoup trop dangereux à manipuler. Ne lui laissant plus d'autre choix, il l'invoque enfin, révélant l'épée de l'évolution, une arme qui ressemble étrangement à Kizuna. Pendant ce temps, nos survivants profitent du gros tas d'argent qu'ils ont récemment gagné. En tant que reine incontestée des joueurs, Janice s'assoit avec assurance à une table de casino. Entièrement plongée dans le jeu tout en gardant un œil vigilant sur tout le monde autour d'elle. En même temps, Nick arrive pour accompagner Kizuna, qui était initialement venue juste pour prendre une glace mais finit complètement exaspérée quand elle est vendue juste avant son tour. Voyant qu'ils sont déjà là, Nick demande à la légère si Kizuna veut essayer le jeu aussi, mais l'épée répond qu'il ne peut pas à cause des protocoles éthiques intégrés en lui. C'est alors que Kizuna remarque un homme tenant un jeu de cartes et apprend que ses cartes particulières sont imprégnées d'anti-magie pour empêcher les tricheurs. À ce moment-là, un grand lion féroce est vu en train de s'approcher du casino, cherchant sa proie. À l'intérieur, Tana savoure calmement le doux parfum de sa victoire imminente. Parfaitement consciente qu'aucun des présents dans cette salle n'a une chance contre elle. Juste au moment où elle gagne et se prépare à partir, le grand lion féroce d'avant fait irruption dans le casino, provoquant un véritable chaos et mettant tout sens dessus-dessous. Le type commence à regarder autour de lui, et il devient rapidement évident qu'il est ici pour notre héros Nick et il nourrit une rancune sérieuse. Alors que ses pensées se concentrent sur Nick, on découvre que ce monstre est en réalité Léon, et sa transformation bestiale a quelque chose à voir avec l'épée qu'il a invoquée plus tôt. Il se souvient à quel point il enviait notre gars. Alors que l'histoire rembobine jusqu'à la cellule, l'épée tranche les liens de Léon et demande s'il est enfin prêt à libérer ses pouvoirs destructeurs. Cherchant à savoir qui il compte annihiler en premier. La vue de la lame et la pression mortelle qu'elle dégage sont si intenses que
Le garde à proximité finit par fuir dans son pantalon. Léon dit calmement à l'épée de destruction qui est sa cible, et quand il se demande si l'arme est encore assez puissante, elle rétorque fièrement qu'elle vient d'il y a 100 ans et que la technologie n'a fait que se dégrader depuis. Sans hésitation, Léon saisit l'épée, crie évolution, et se transforme en cette bête terrifiante. Alors que Léon continue de détruire tout sur son passage, Tiana se tourne vers Agathe, et demande qui a laissé entrer le gros matou dans le casino. Elle commence à devenir nerveuse, réalisant qu'elle a remis son arme en entrant. Et à ce moment-là, le gros chat se place devant elle, exigeant de savoir où est Nick. Tiana demande nonchalamment qui il est, mais se fige. Au moment où elle réalise que c'est en fait Léon. Surprise de voir à quel point il a grossi, elle refuse toujours de donner l'endroit où se trouve Nick. Léon ne le prend pas à la légère et menace de la finir là, en lui avertissant que son sens de l'odorat a tellement évolué qu'il peut maintenant détecter les mensonges. La dame parvient calmement à faire parler le chat surdimensionné, le faisant tomber dans un faux sentiment de sécurité avant de le frapper soudainement avec son éclair et de le retire. Elle se met à courir, mais le gros félin rebondit instantanément et lance une table de casino entière devant elle, bloquant son chemin. Les yeux de Tiana s'écarquillent alors qu'elle peine à comprendre comment la bête a guéri si rapidement. Réfléchissant vite, elle se tourne vers le manager d'Agathe et lui dit de la protéger, soulignant qu'elle est en gros son ticket vers une fortune. Alors que le gars se précipite pour l'escorter dehors, Tiana se retourne et dit bête enragée, combien il est important de compter sur ses amis et de vraiment se soucier des autres. Léon renifle l'air en utilisant ses sens ultra évolués pour détecter même les plus petits mensonges, mais ne trouve rien de suspect dans ses paroles. L'idée ne lui convient pas, et il ricane, la traitant de pathétique tout en se demandant si c'est vraiment l'odeur de l'espoir. Alors que Tiana fait remarquer que la retenir en otage n'aidera pas à attirer Nick. Le grand félin bondit sur elle avec une attaque écrasante, mais Nick l'arrête. Lui-même, qui refuse de laisser Tiana mourir sous sa surveillance. C'est alors que l'épée de l'évolution se manifeste à nouveau, avertissant qu'une autre de son espèce est à proximité avant de réaliser qu'il s'agit en fait de son rival de longue date, l'épée des liens. Enflammée par la possibilité de régler de vieux comptes, l'épée noire libère tout son potentiel sur Léon, le transformant en une version encore plus grande et plus monstrueuse. L'épée des liens voit immédiatement à quel point cela est dangereux, reconnaissant que elle. Arme noire dévore maintenant non seulement le corps de Léon mais aussi son esprit. Alors que le combat commence, Tiana appelle notre garçon à utiliser l'union, et il saisit rapidement l'occasion, réussissant à fusionner avec elle sur le champ. De cette fusion émerge une figure majestueuse et presque féminine avec de longs cheveux. Leur forme unie lance un mouvement glacial appelé air glaciaire, suivi d'une autre attaque, mais Léon passe à travers comme si de rien n'était. À ce moment-là, une fissure se forme dans sa rage et Léon commence à se demander pourquoi il fait tout cela, réalisant qu'il n'y a pas de véritable objectif car il voulait juste s'amuser un peu avec Nick. Mais l'épée berserk l'a poussé trop loin. Et maintenant des innocents se font blesser. L'épée sent que Léon commence à se calmer et essaie désespérément de le replonger dans la folie, lui disant de prendre plaisir à regarder les autres souffrir, mais Léon ne tombe pas dans le piège cette fois. Cependant, l'épée de l'évolution lui dit froidement qu'il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Léon lutte contre le contrôle de l'épée, essayant de se libérer pendant qu'elle utilise ses pires souvenirs contre lui. Il crie à l'aide, et soudain, une lumière sacrée apparaît, suivie de Nick et de la forme majestueuse de Tiana, qui lance des cartes anti-magie pour briser l'emprise de l'épée. Grâce à eux, Léon est sauvé et se retrouve à nouveau dans sa cellule. En train de réfléchir à ses actions, Nick vient lui rendre visite et Léon l'accueille avec un sourire en coin. En plaisantant pour savoir s'il est simplement là pour observer un tigre dans un zoo. Nick lui assure que, heureusement, personne au casino n'est mort, même si l'endroit est maintenant en ruine complète, ce qui met visiblement Léon à l'aise. Avant que le gars ne parte après une courte mais nécessaire discussion. Le lendemain, Nick est en train de courir quand il entend la voix d'Agathe le motiver dans sa tête. Il pense que son niveau de dévotion devient excessif, mais quand elle mentionne qu'il doit acheter des produits dérivés pour atteindre le niveau suivant, il est déçu par sa cupidité. Les deux font une pause dans le parc, et Agathe lui demande s'il a trouvé un but dans la vie maintenant, avouant qu'elle se sentirait coupable si il devenait un poids pour l'oxygène comme certains de ses fans. Cela laisse Nick sans voix, et il la remercie de l'avoir sauvée de devenir un petit criminel, disant qu'elle est vraiment devenue son idole ce jour-là. Agathe se plonge dans ses pensées et devient soudainement sentimentale, ce que Nick devine être la vraie raison de sa pause. De retour au pub de son petit ami Donnie, on voit Agathe dont le vrai nom est Bella Jens avant qu'elle ne devienne une idole. Elle chantait juste pour le plaisir jusqu'au jour où un producteur est arrivé et l'a recrutée pour sa compagnie. Son petit ami essaie de faire fuir le producteur chauve, mais lorsqu'il entend combien cela pourrait rapporter, il lève les mains et devient son manager. Ce soir-là, elle regarde une idole briller comme un diamant sur scène, et cela allume une flamme dans son cœur pour chanter et être acceptée par ses fans. Avant qu'elle ne s'en rende compte,
Elle fait partie d'un trio d'idoles nommé d'après Jules, et bien qu'elle prenne plaisir à chaque instant, sa vie avec Donnie commence à s'effondrer alors qu'il se transforme en un profiteur sans scrupules, qui ne voit en elle qu'un sac à main ambulant rempli d'argent, et refuse d'admettre qu'il a un problème de jeu. Quelques jours plus tard, Agathe est seule, en train de penser à la distance qu'il y a entre Donnie et le rêve qu'il partageait autrefois avec elle. Il parlait d'ouvrir un bar qui rendrait Gordon Ramsay fier. C'est ce jour-là qu'elle voit Claudine écraser la dignité inexistante de Nick, le laissant si brisé qu'il marche sous la pluie et s'assoit là comme une coquille vide. Elle décide alors de lui parler par pitié. Quelques jours plus tard, Agathe se retrouve dans un casino où Donnie perd tout ce qu'il a gagné. Là-bas, elle repère un ange qui est plus un démon du jeu qu'autre chose. N'importe quoi, surpassant facilement tout le monde à la table. Peu de temps après, l'ange se transforme en être magique et tue un monstre. Juste devant ses yeux, laissant Agathe complètement émerveillée. Plus tard, son producteur fait signer Donnie un contrat pour régler toutes ses dettes, avec la condition qu'il doit oublier Agathe et ne plus jamais la contacter. Agathe ressent une lourde tristesse et lui dit qu'elle l'aime vraiment, mais qu'elle fait ça parce qu'il ne la regarde plus. Elle ajoute qu'il lui est nuisible maintenant, et qu'elle en a assez d'essayer de le réparer. Donnie éclate de rire, puis dit qu'il va réussir gros et lui montrer. Avec un sourire satisfait, il quitte sa vie pour de bon. Après cela, Nick arrive au concert de retour d'Agathe, où elle commence avec un sourire aussi joyeux que d'habitude et parle à ses fans de avoir rencontré un ange lors du récent incident au casino. En l'entendant mentionner le chevalier qui cultive une aura, qui lui a sauvé la vie et est parti sans même lui donner son nom, Nick ressent une familiarité étrange. Elle le surprend encore davantage en révélant que sa chanson de retour parle de son nouveau héros, la légendaire Paladine, pour partager l'espoir qu'elle a trouvé quand elle était au plus bas avec ses fans. Après le concert, Agathe refait son tour de télépathie avec Nick au parc, et continue de se moquer de lui pour ses illusions désespérées jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter de jouer et de simplement lui dire ce qui la stresse vraiment. Elle hésite un peu mais finit par tout déverser et les deux ont une conversation étonnamment sincère et réconfortante. Le lendemain, Kazuna apporte à Zem un magazine qui parle d'un étrange fantôme connu, comme l'homme qui marche, un type qui apparemment passe ses nuits à kidnapper des enfants. Kazuna s'enthousiasme en expliquant comment ce gars peut sauter en plein air et comment personne n'a réussi à l'attraper jusqu'à présent. Koran soutient qu'il devrait probablement l'arrêter s'il est vraiment mauvais, mais Nick intervient en disant que tout cela semble faux, bien que Kazuna commence immédiatement à argumenter comme un enfant têtu, insistant sur le fait que le gars est totalement réel. C'est alors qu'une femme aux cheveux verts nommée Olivia Taylor apparaît soudainement, ravie d'entendre le nom de l'homme qui marche, et fièrement révèle qu'elle est celle qui a écrit l'article de magazine. Olivia explique que chaque fois qu'il se passe quelque chose de suspect dans la ville des labyrinthes, elle se donne toujours pour mission d'approfondir et de découvrir qui en est derrière. Plus tard dans la nuit, Zem, en étant ivre, trébuche vers une ruelle étroite en suivant une petite fille, et juste devant ses yeux, l'enfant se fait soudainement enlever et disparaît de sa vue. En marchant avec Nick, Kazuna s'arrête soudainement et lui dit que Zem est en danger, ce qui pousse les deux à se précipiter à la recherche de leur ami et à trouver Zem juste à temps, alors qu'il empêche l'homme qui marche, presque invisible, d'enlever la fille. Il s'avère que l'homme qui marche est bien réel, et Kazuna l'engage immédiatement dans un combat, bien que le coupable finisse par s'enfuir de la scène. Une fois hors de danger, Zem amène la petite fille à une femme nommée Red, qui commence à s'occuper d'elle. Nick commence à interroger la fille sur qui était cet homme et ce qu'elle faisait là-bas. La fille répond que c'était vraiment le homme qui marche et explique que sa mère l'avait traqué avant de finir à l'hôpital. Le groupe découvre alors que son nom est Rien. Et Zem ajoute qu'il croit ce qu'elle dit. Soudain, Rien demande à Zem de la prendre comme son apprenti, visiblement impressionné par son courage. Mais Zem répond qu'elle a au moins 15 ans de trop pour être son élève. Elle demande alors avec enthousiasme ce qu'elle doit faire pour s'entraîner d'ici là, et Zem lui répond simplement qu'elle se repose et ne tente jamais rien de dangereux, comme courir après l'homme qui marche à nouveau. Rien acquiesce rapidement et appelle joyeusement Zem son maître. Le lendemain, nos survivants se dirigent vers la guilde des récompenses, espérant déterrer des informations sur l'homme qui marche. Mais la dame au chat au comptoir refuse de donner des détails sur les récompenses précieuses qui reconnaît facilement et rapidement Nick comme un ancien membre des maîtres de la guerre. Elle leur remet plutôt une simple récompense, leur assignant un gars nommé Eilardier, promettant une récompense de quelques centaines de milliers de dinars s'ils parviennent à l'attraper. Alors que la réceptionniste appelle le nom de leur groupe, les autres chasseurs de primes dans la pièce commencent à prêter attention et les reconnaissent immédiatement, l'un d'eux se moquant d'eux pour leur ignorance sur le fonctionnement réel de la chasse à la prime. Ne se laissant pas faire, notre reine du jeu Tiana lance un pari avec le gars, lui offrant un tour. Après avoir reçu leur mission, les survivants se dirigent vers les bidonvilles connus sous le nom de collecte des déchets. Espérant localiser leur cible là-bas, le groupe s'approche du gardien et
essaie d'obtenir des informations de sa part. Au lieu d'être utile, le gars se met à parler de quelqu'un nommé Greg, dont le chien a récemment donné naissance à 10 chiots mâles. Et juste au moment où les survivants sont sur le point d'abandonner et de partir, réalisant qu'ils n'obtiendront rien d'utile de sa part, il les avertit soudainement de ne jamais croiser le chemin de quelqu'un nommé Nalgaba. En traversant la zone, un groupe de voyous tente de les voler. Mais la fête les met facilement hors de combat, et Nick fait avouer au chef que l'homme qu'il recherche peut probablement se trouver dans les chambres. La fête avance, traversant les bidonvilles et voyant de première main à quel point les conditions sont misérables pour les habitants. Kazuna reconnaît rapidement la zone, et en peu de temps, il trouve leur cible. Et il tente de prendre la fuite, mais il le ligote rapidement avec des cordes. Juste à ce moment-là, un homme chauve apparaît, se révélant être Nalgaba, qui revendique Hale comme étant son patient. Il exige de savoir pourquoi ils emmènent son patient et se met en colère. Nick explique calmement la situation, et après un bref échange, Nalgaba les laisse partir à contre-cœur, arguant qu'un pécheur comme lui ne peut pas être pardonné pour ses péchés. Il est révélé que Nalgaba Lagzem est aussi un ancien prêtre et qu'il est suffisamment qualifié pour soigner des maladies hautement contagieuses, mais pour une raison inconnue, il se retrouve maintenant dans les bidonvilles. Kazuna essaie de demander à Nalgaba des informations sur l'homme qui marche, mais ils n'obtiennent aucune information utile de sa part. Les survivants retournent à la guilde pour réclamer leur prime, et Tiana saisit l'occasion de se vanter d'avoir facilement gagné le pari. Elle encaisse ses gains et se dirige directement vers le comptoir, offrant des boissons gratuites à tout le monde à la guilde, gagnant leur cœur. Le lendemain, les survivants s'approchent de la réceptionniste, espérant obtenir des informations sur l'homme qui marche. Elle leur dit qu'elle ne sait pas grand-chose, mais mentionne une personne suspecte qui a été vue en train de parler aux enfants, en pointant vers Olivia, qui est assise avec Rien. Les survivants deviennent méfiants envers Olivia et décident d'enquêter davantage, se demandant si elle pourrait être la coupable. Nick ordonne à son équipe de bloquer toutes les sorties, et juste au moment où il s'apprête à questionner Olivia, lui demandant où elle était il y a 2 nuits et si elle a kidnappé des enfants. La femme saute haut dans les airs, créant un trou dans le toit et s'échappant. Plus tard, au bordel, ils discutent jusqu'à ce qu'un invité surprise arrive. Zem reconnaît immédiatement la femme blonde mature comme Ada, et Nick avoue qu'il est un fanboy du légendaire grand chef de la fête, célèbre épéiste. Après de rapides présentations, la femme s'excuse pour le comportement sauvage de sa fille Rien, ce avec lequel Zem est tout à fait d'accord. Cela met la gamine en mode rage, pensant que son maître est un vrai lâche. Mais il dit qu'il ne peut pas être son maître, car les petites filles l'effraient, depuis que l'une d'elles a menti et l'a fait emprisonner la moitié de sa vie. Il ajoute que maintenant son corps se bloque littéralement quand il est près de jeunes filles comme elle. Et il oublie comment respirer. Elle demande comment il l'a protégée des kidnappeurs et Zem répond que n'importe quel adulte sauverait un enfant en danger, mais peut-être que cela signifie qu'il est en train de guérir. Rien abandonne alors toute histoire de 15 ans, et Ada refuse de marier sa fille à un prêtre louche. Mais Rien refuse catégoriquement le mariage de toute façon, disant qu'elle a des exigences élevées pour un petit ami et ne veut que Zem comme maître. Sur ce, les choses deviennent sérieuses et Ada conseille au groupe d'abandonner leur mission inutile, maintenant qu'ils ont vu de leurs propres yeux que Stepping Man est bien au-dessus de leurs capacités. Nick s'avance et lui dit qu'elle n'a pas le droit de les arrêter, alors elle rétorque que c'est un gamin idiot sans muscles à proprement parler. Nick accepte cela et dit qu'il ne peut toujours pas rester là, alors que des enfants sont enlevés à gauche et à droite. Ada fait clairement comprendre qu'elle se retire pour sauver sa propre peau et s'assurer que Rien ne finisse pas orpheline, alors Nick lui demande si elle va entraîner son groupe à la place. Regardant le chef de groupe Beau, sans hésitation, elle est convaincue, et elle commence leur entraînement en servant une soupe qui fait ressortir leur potentiel magique puisque utiliser la magie correctement est la seule chance qu'ils ont d'avoir une chance contre Stepping Man. Elle entraîne ensuite Nick sur la même magie d'amélioration que Stepping Man utilise, appelée corps léger, et lui dit de sauter sur une corde raide 10 fois. Il choque tout le monde en réussissant facilement jusqu'à ce que le 9e le fasse s'écraser genoux en avant sur le béton. Plus tard dans la nuit, Stepping Man met ses mains inquiétantes sur une autre jeune fille. Mais Kizuna et Kurin interviennent pour sauver la situation. Zem est déconcerté parce qu'il frappe toujours au même moment, et quand Nick lui demande s'il s'agit d'Olivia, le visage du gars se fige une fraction de seconde avant qu'il ne s'envole sur un toit. Kizuna fait remarquer qu'aucun humain ordinaire ne pourrait utiliser autant de sorts, et qu'il utilise probablement un objet magique. Alors Nick passe voir un vieil ami et soudoile, spécialiste des artefacts avec de la nourriture pour obtenir des informations. Léon lui parle d'un artefact appelé le joyau du roi des illusions, qui cache la présence de l'utilisateur et explique que son sort peut être brisé simplement en nommant l'utilisateur. Quelque chose que Nick a déjà essayé. Mais Léon dit que ça ne fonctionne que s'il est complètement sûr de qui c'est. Le lendemain, Nick fait pratiquement des saltos arrière pendant l'entraînement, ce qui lui rappelle ses débuts quand il était enfant. Son ancien instructeur lui avait fait développer ses compétences physiques avant même de toucher à la magie, et lui avait dit que sa petite taille ne devait pas être sa faiblesse.
De retour dans le présent, Nick réalise quelques mouvements complets de Spider-Man et atterrit avec une aura de sommet, bien qu'il ne puisse toujours pas contrôler complètement le sort du corps lumineux. Zem apporte alors une bonne nouvelle, il a une piste solide sur Stepping Man. Et avec ça, il se dirige vers les bidonvilles où il n'y a rien de nouveau à part le corps d'un enfant récemment arrivé. Alors qu'il s'approche pour examiner le corps, Kizuna avertit tout le monde par télépathie qu'ils sont suivis, et une silhouette en robe attaque soudainement Nick. Il utilise son corps de lumière pour esquiver ses coups monstrueux, mais ce sort ne fait que confirmer le soupçon d'Olivia qu'il est Stepping Man. Elle commence à détruire les rails comme s'il était en papier, et répond à la technique signature de Kizuna avec ses propres clones d'ombre. Mick saisit l'occasion et crie à Olivia de simplement l'admettre, alors la femme baisse nonchalamment sa capuche et avoue. Olivia dit qu'elle est honnêtement déçue qu'il soit en fait Stepping Man et explique que même si elle fait fièrement du cosplay en tant que lui, elle n'est pas la vraie kidnappeuse et qu'ils partagent juste, par hasard, le même hobby de saut sur les toits. Mettant cela de côté, ils ouvrent ensemble le cercueil dans la morgue et ne remarquent rien d'étrange au corps au début, mais Olivia leur dit de regarder de plus près. Et, bien sûr, la fille a l'air beaucoup trop parfaite, ce qui signifie que leurs sens sont trompés par la magie. Kizuna suggère qu'ils examinent le corps plus attentivement, et c'est à ce moment qu'ils trouvent un éclat du joyau du roi des illusions. Dès qu'Olivia le brise, les véritables traits de la fille apparaissent. De retour au bordel, il l'identifie comme la fille d'un enfant de forgeron en fuite. Zem remarque que, puisque le corps a été jeté avec les ordures, il y a de fortes chances que le coupable rôde encore dans le coin. Alors qu'il promet de rendre la fille à ses parents et d'obtenir justice, Zem, en silence, admet qu'il a une idée assez précise de qui est vraiment l'homme qui marche. La nuit suivante, Nick surprend à nouveau l'homme qui marche sur un toit. Il se moque de la silhouette sans visage qui rate son attaque surprise, et l'homme le surprend, en complimentant ses arts martiaux bien maîtrisés. Nick adopte un ton sérieux et exige de savoir pourquoi il utilise toujours les mêmes tactiques alors qu'il sait qu'elles ont été découvertes, mais l'homme qui marche répond en lançant ses chaînes. Nick fonce dans un combat rapproché et dit qu'il a compris la raison derrière les enlèvements, surtout près des sites de collecte des déchets. L'homme qui marche ne le croit pas, mais Nick arrête son coup de pied à quelques centimètres de son visage et recule. Il souligne à quel point le médecin qui mène des recherches dans les quartiers pauvres est suspect et surqualifié, et mentionne le nom de Nelgava sans hésitation. Alors que les nuages se dispersent et que la lumière de la lune éclaire son visage, le voile de Nelgava disparaît pendant qu'il félicite Nick d'avoir découvert la vérité. Nick dit que tout est devenu évident une fois qu'ils ont découvert que les enfants avaient une maladie de démon jaune, et qu'il n'y avait aucun moyen que cela se propage des quartiers pauvres aux enfants de la ville sans qu'un seul bâtard tire les ficelles, puis il sourit en disant que son médecin lui a donné l'information. Il ajoute que Zem a aussi compris le plan pour kidnapper des enfants afin de les utiliser comme sujet de recherche, dans une chasse folle à la recherche d'un remède, puisque Nelgava n'a clairement pas envie de parler. Nick fonce et enchaîne une combinaison brutale que le vieil homme lit comme un livre jusqu'à ce que Nick donne un coup de pied si fort qu'il perce le toit, et les fait tous deux s'écraser dans l'entrepôt en dessous. Il remercie avec suffisance le docteur d'avoir toujours pris le même chemin, et le reste de L', équipe arrive prêt à s'en prendre à son vieil être tout ridé. Zem profite du moment pour demander pourquoi il a arrêté ce et Nelgava dit que c'est pour sa fille. Mais Zem sait déjà que la maladie du démon jaune est une maladie vénérienne et dit que la fille l'a attrapée par accident à partir d'un échantillon de patients en essayant de suivre les pas de son père, bien que personne ne se soit arrêté avant de répandre de vilaines rumeurs. Le vieux docteur se lance dans un discours déchirant sur pourquoi sa fille a dû mourir et s'effondre alors qu'il affirme être maintenant prêt à sacrifier autant d'enfants qu'il le faudra pour trouver le remède dont elle avait besoin. Zem se sent déçu par le supérieur qu'il admirait autrefois, et demande comment il peut vivre avec lui-même. Le médecin dit qu'il est naïf et qu'il devrait comprendre que chacun porte une côté sombre, et en tant que père, son devoir prime sur ce que pensent les autres de ses méthodes tordues. Zem dit qu'il en a assez entendu et ramène l'homme brutalement à la réalité. Il demande si le docteur se souvient encore de la petite fille dont il a volé la vie. Puis se met en colère parce que le vieil homme chauve a déjà oublié l'une de ses nombreuses victimes. Il lui parle du regard des parents quand il leur a rendu le corps sans vie de leur enfant et de la tristesse qui a envahi tout le quartier. Zem lui rappelle que tous ces enfants ne sont pas de simples orphelins anonymes, mais qu'ils sont aimés de quelqu'un, tout comme sa fille l'était. Nelgava s'excuse et avoue qu'il a rencontré un prêtre par hasard et s'est accroché à lui comme une sangsue désespérée jusqu'à être accepté comme prêtre. Pourtant, Zem lui rappelle qu'il sauve des vies grâce à sa clinique et dit cela aux gens. Il a toujours été un vrai médecin. Entendre cet homme cracher encore cette positivité toxique fait rire l'homme chauve jusqu'à ce qu'il tousse du sang et dit qu'arrêter ça ne résoudra pas tout. Mais Zem reste ferme et dit qu'il affrontera ce qui vient, un pas à la fois. À ce moment-là, Kazuna sent quelque chose de dangereux arriver rapidement, et dès que il prévient le groupe, un rayon d'énergie traverse la poitrine du vieux docteur. Un chevalier au masque blanc apparaît et dit au docteur qu'il est temps pour sa sieste éternelle.
Il dit être venu pour le sauver mais que les ordres ont changé, puis se vante d'avoir brisé la précieuse pierre du roi Illusion, d'une valeur de milliards. Malgava répond simplement que son destin a été scellé dès l'instant où il a choisi de se faire attraper. Quand Zem tente de l'atteindre, le chevalier au masque le jette de côté par télépathie, et lui dit de ne pas gaspiller sa pitié sur ses ennemis, se moquant de lui pour qu'il se sauve à la place. Kuran et Tiana se précipitent pour aider mais le masque blanc bouge plus vite que leurs yeux. Ne peuvent suivre et les envoient valser comme s'ils venaient de se faire expulser directement dans Narnia. Pendant que Zem soigne le médecin, il lui dit qu'il fait toujours la même erreur en oubliant de mettre ses camarades en premier, puis il qualifie sa soi-disant bonté de rien, de plus qu'un besoin égoïste de sauver les faibles, et il explique que cet état d'esprit les détruira, lui et ses amis. Juste après, Nick dit qu'ils doivent utiliser l'union mais il reste figé en voyant tout le monde à peine en train de tenir le coup. Olivia le sort rapidement de sa transe en proposant de gagner du temps pour qu'il puisse choisir. Et alors que Zem donne le feu vert, la femme devient totalement Jackie Chan et donne un coup de pied au masque blanc pour l'envoyer dans une autre dimension. Elle révèle qui il est et se présente fièrement sous de nombreux noms. Mais aujourd'hui, c'est la maman d'Ambi ici pour le remettre à sa place. Le masque blanc dit que connaître trop de choses a ruiné le chat et charge avec son épée, qu'elle attrape nonchalamment comme une patate chaude avant de le frapper avec des coups de pied consécutifs qui brisent son masque et le forcent à reculer. Alors que le masque blanc commence à guérir, Olivia pense qu'elle ne peut pas percer l'ancienne mécanique, mais Nick et Zem combinent leurs pouvoirs et, pour la première fois, le masque blanc panique réellement. Réalisant qu'il a trouvé un adversaire digne, il intensifie son attaque et utilise la magie de gravité pour clouer Olivia au sol. Après cela, il écrase simplement notre protagoniste avec une épée qui pèse vraiment plus qu'une montagne, donc Nick passe à une approche basée sur la vitesse qui est d'abord confondue par le masque blanc avec un sort de pas basique, bien qu'il réalise rapidement que Nick saute en fait dans les airs. Pendant ce temps, juste au moment où Olivia pense qu'il est temps d'aller au paradis, elle remarque la pression a diminué et se libère du sort de gravité. Alors que le masque blanc se laisse distraire par le mouvement fulgurant de Nick dans les airs. Olivia charge comme Sonic le hérisson et envoie un énorme rocher dans sa direction qui l'évite de justesse. Le masque blanc se concentre alors sur Nick et le capture, convaincu d'avoir gagné. Mais Kazuna arrive soudainement comme un shuriken et le frappe en plein visage. Pourtant, il l'arrache comme si de rien n'était et dit qu'il met fin à la journée avant de faire une sortie nucléaire dramatique. Tout le monde s'échappe des décombres indemnes, mais Zem se précipite immédiatement auprès du médecin chauve. Le vieil homme révèle qu'il a lui-même la maladie jaune et ne tiendra pas longtemps. Alors que le bâtiment tremble, Kazuna avertit tout le monde qu'ils n'ont pas de temps. Sur ce, il se précipite hors du bâtiment en train de s'effondrer. Le lendemain, Zem pleure la perte d'un grand homme de ce monde. Nick lui offre un peu de réconfort, et Kurin lui dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Après avoir essuyé quelques larmes viriles, ils se regroupent. Comme Kazuna dit, la grande affaire est enfin close. Cependant, Olivia lui rappelle que White Mask n'était qu'une partie d'une organisation plus vaste. Il y a toujours un chef suprême qui tire les ficelles dans l'ombre, et avec leur stock d'armes anciennes, il pourrait provoquer toutes sortes de chaos. En entendant cela, Nick se tourne vers la créature aux cheveux verts, et demande qui elle est vraiment dans tout ça. Elle l'appelle en plaisantant, méchant, pour même avoir posé la question, puis elle révèle nonchalamment que, comme l'épée des liens, elle porte le titre d'épée de guerre. Depuis ce jour, les survivants passent la plupart de leur journée au lit, réalisant à quel point ils sont vraiment faibles après avoir affronté le masque blanc. En fixant une vieille épée brisée, Nick se souvient d'être dans une voiture avec ses parents en route vers la maison de son oncle Argus, quand il entend son père se taire et sa mère le pousse comme un jouet dans un compartiment caché et lui dit qu'il l'aime beaucoup. Il entend des épées s'entrechoquer et quelqu'un crier qu'Argus les a trahis. Et il échappe de justesse au gros qui prend l'argent et vérifie même le compartiment. Mais la chance de Nick tourne mal quand il tombe sur un énorme homme avec un couteau juste au moment où le gros le rattrape. Juste au moment où il ferme les yeux, le grand type achève le gros hamburger ambulant et murmure des excuses. Nick apprend plus tard que l'homme est en fait son oncle Argus et devient son élève. Poussé par le regret d'être inutile et d'avoir échoué à protéger ses parents. Se demandant ce qu'il aurait pu faire pour changer le cours des choses, Nick est allongé dans son lit alors que ses pensées deviennent de plus en plus sombres jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il se réveille au son de la pluie qui tombe et d'Agathe qui chante à proximité. En laissant le parapluie, elle le laisse glisser et atterrir sur sa tête. Ils finissent par partager un moment calme et doux, parlant toute la nuit. Pendant ce temps, Zem prend le contrôle de la clinique du docteur Nalgava et trouve un vrai plaisir à aider les gens des bidonvilles qui en ont le plus besoin. Il se rend compte qu'il lui est impossible de haïr le médecin et accepte enfin son désir égoïste en voyant le sourire d'un patient. De retour chez Tiana, elle passe des nuits sans sommeil à réfléchir à sa vie. Même si elle continue de gagner des paris et nage pratiquement dans la richesse. Tout cela semble vide jusqu'à ce qu'elle goûte une soupe délicieuse qui lui rappelle un ami cher qu'il aurait adoré. Le lendemain, Kuran vérifie auprès de tout le monde et demande s'ils vont bien.
Lorsque Kazuna remarque ce que Zem a fait de son temps libre, il évoque la règle qu'ils ont instaurée pour ne pas fouiller dans la vie des autres. Une règle qui donne désormais une impression de froid, car, après la fin de la mission, ils se sont éloignés. Cette nuit-là, Kazuna rend visite à Zem à la clinique, et quand Zem lui dit de partir, le garçon lui dit qu'il n'a pas besoin de se mêler de sa vie juste pour veiller sur lui dans un quartier louche. Kuran passe aussi le lendemain matin, et Kazuna essaie de briser la glace. Mais quand elle découvre qu'ils ont pris le petit déjeuner sans elle, elle se met immédiatement en colère. En marchant dans les rues, agacée de ne toujours pas pouvoir sortir Kalios de sa tête, elle aperçoit une petite fille qui tombe dans la même arnaque qu'elle a déjà faite et elle envoie promener le marchand vers eux. Juste après cela, Nick et les autres tombent sur elle et l'invitent au festival. Elle accepte dès que Tiana dit qu'il y a de la bonne nourriture. Être avec ses amis l'aide à chasser la frustration de son dernier groupe. Et elle promet de remplir son devoir en tant que fière dragonienne, qui se tient aux côtés de l'humanité pour aider à sauver le monde. Juste à ce moment-là, Olivia fait irruption avec des nouvelles folles sur le retour du Seigneur Démon et de White. Mask étant impliqué, mais admet rapidement que tout cela est dans sa tête et que sa seule véritable compétence est de créer de fausses nouvelles. Voir tout le monde réunir en Kuran ému, et elle finit par avouer qu'elle a pensé à sa pierre du roi dragon perdu. Toute seule, même en s'amusant avec tout le monde. Tiana lui dit qu'elle peut aller la chercher, mais cette fois avec tout le groupe et ajoute que leurs règles ne comptent pas si elle transforme sa quête personnelle en mission pour le groupe. Nick intervient et dit que les survivants ne craignent aucune mission. Cela remonte le moral de Kuran et alors qu'ils lèvent tous la main comme pour poser pour une photo de groupe maladroite, les feux d'artifice illuminent le ciel. Ils regardent ensemble ce spectacle éblouissant, en équipe, avec une confiance renouvelée les uns envers les autres. C'est ici que cette vidéo se termine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.